Hello tout le monde, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo où là je vais un petit peu décortiquer et un petit peu analyser une partie de la vidéo de Léo Duff que j'adore, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et là en gros il explore en fait cette nouvelle technologie qui s'appelle Neo, donc ce nouveau robot domestique que OneX, l'entreprise il me semble norvégienne a créé, ou danoise, je sais plus. Mais en gros on va surtout regarder le début de la vidéo où en fait ils introduisent ce robot et on va un peu comprendre les implications, les alternatives et quel est leur réel intérêt aujourd'hui dans leur sortie et dans leur utilisation. Ok, on regarde. Ça y est, on y est. En 2026, c'est-à-dire demain, les Américains pourront s'offrir un robot domestique. Donc l'idée du robot domestique ici, c'est de la promesse, c'est quoi? C'est que ce robot puisse réaliser toutes les tâches toutes les tâches ménagères et toutes les corvées en fait d'une maison de manière autonome. Génial, tu me diras. Enfin, c'est quand même super chouette de pouvoir en tout cas complètement déléguer toutes les tâches un petit peu sans valeur ajoutée dans la maison. En tout cas, moi, ça m'enlèverait des embrouilles à la maison. Et non, mais en tout cas, c'est une promesse qui est super intéressante. Alors, moi, la partie qui m'intéresse ici, c'est que ça n'a rien à voir avec les LLM. Les LLM aujourd'hui, c'est un peu l'IA classique, le chatbot avec lequel on parle, qui est un réseau essentiellement neuronal qu'on a entraîné avec de la donnée textuelle. Ici, ça n'a rien à voir. Ici, on regarde vraiment des modèles d'intelligence artificielle qu'on appellerait plutôt world models, où la différence avec les LLM, le type de données. Ici, l'objectif de ce robot-là, c'est de la même manière obtenir une certaine vision du monde, une certaine représentation du monde dans les modèles, mais pas avec un type de données qui est textuel, avec un type de données qui est beaucoup plus analogue à celui qu'un enfant ou un bébé aurait. Quand un bébé naît, il se fait une représentation du monde en regardant ce qui se passe autour de lui, en entendant des sons, en sentant des textures, en regardant, je sais pas moi, des panneaux, en se baladant, en sentant. Voilà. Donc c'est de capter différentes sensations pour essayer de vraiment beaucoup mieux comprendre le monde autour de soi et en fait de créer si on veut cette représentation du monde à partir de laquelle il va pouvoir agir et interagir directement. Et donc c'est un type de données qui est complètement différent de ce qu'on a aujourd'hui avec les LLM. Il s'appelle Neo. Il sert à boire, s'occupe de la vaisselle et range les courses. Neo est un robot domestique autonome qui se charge des tâches ennuyeuses et routinières de la maison afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte pour vous. Ça, c'est la promesse. Mais quand le Wall Street Journal l'a testé, chaque geste du robot, chaque porte tirée, chaque verre saisi était en fait piloté par un humain. Voilà. Donc c'est là où on voit tout l'intérêt de ce robot et on va expliquer un peu ce qui se passe. Donc en fait, il va aussi expliquer un peu dans la vidéo, mais il y a une partie il y a un angle qui m'intéresserait un peu plus que l'autre. Donc en fait, ce qui se passe, pourquoi est-ce un humain doit contrôler le robot à distance? En fait, aujourd'hui, les world models, les modèles d'IA, peuvent être entraînés dans un laboratoire pour, on va dire, démarrer. Mais c'est pas du tout suffisant. En fait, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde un modèle d'IA, il faut faire attention à quand on l'entraîne. En gros, il faut être capable de l'entraîner avec suffisamment de données, des données qui sont suffisamment variées pour qu'il ait une compréhension de la tâche suffisamment claire et qu'il ne devienne pas hyper spécialiste dans un cas particulier de la tâche. Je m'explique et je vais même vous donner un exemple. En fait, moi à l'époque, j'avais fait on avait fait un modèle de reconnaissance d'image pour être capable de déterminer avec une certaine probabilité s'il avait en face de lui une image de chien ou une image de chat. Mais donc n'importe quel chien ou n'importe quel chat. Et il devait être capable de savoir avec une certaine probabilité. Et comment est-ce qu'on a fait pour réaliser ce modèle-là, il a fallu l'entraîner sur un nombre suffisamment grand d'images de chats et de chiens. Alors ce qu'il fallait faire attention, c'est que les images de chats et de chiens soient pas toutes les mêmes. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas uniquement prendre des photos de chiens et de chats avec des taches, ou alors il ne pouvait pas être que des chiens et des chats tout noirs ou tout blancs. D'ailleurs, il fallait pas qu'il y ait un nombre trop grand de chiens par rapport au nombre de photos de chats. Parce que sinon, en fait, le modèle commence à être biaisé vers ce type de données. Et donc devient très très bon dans le fait de reconnaître, par exemple, si ça va être un chien ou un chat avec des taches, mais par contre, s'il est fortement entraîné avec ce genre d'image-là, eh ben, il deviendra très très bon là-dedans, mais il deviendra très mauvais dans la reconnaissance d'images où les animaux n'ont pas de taches. Et donc c'est ça le point, c'est qu'en fait, il faut faire attention en fait d'entraîner un modèle sur un type de données très spécifique. Donc on revient à l'actualité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils veulent prendre des êtres humains et contrôler les robots à distance comme ceci? Eh ben, parce que s'ils entraînent le robot que dans un laboratoire, enfin en tout cas que dans leur boîte à eux, eh bien,
le robot ne sera pas capable de s'adapter le jour où il se retrouvera dans une situation qui n'est pas celle de son laboratoire. Et donc c'est pour ça qu'ils sont obligés là, d'obtenir, pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle dans les robots, ils sont obligés d'obtenir un éventail de données suffisamment énorme et suffisamment varié pour que le robot puisse être complètement et littéralement autonome. Donc, c'est pour ça que du coup, ils vont mettre beaucoup d'argent sur la table et perdre énormément de cash pour engager des personnes qui vont venir contrôler le robot à distance. Donc voilà, c'est ça un petit peu l'idée aujourd'hui. Pourquoi sortir un robot autonome qui ne l'est pas vraiment ? Parce que la société One X est persuadée d'une chose. Pour qu'un robot apprenne à vivre dans votre salon, il pense qu'il doit d'abord y vivre. Guidé par un opérateur humain à distance qui voit ce que le robot voit et qui l'entraîne à faire vos corvées, geste après geste. Et One X n'est pas seul à le penser. Tesla, Figure, des grands noms de la robotique vont bientôt se battre pour le même objectif, être votre prochain colocataire. Voilà, donc en gros la vidéo ça tourne autour de ça. Moi ce qui m'intéresse du coup, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est le développement de cette industrie de la donnée, où on comprend qu'aujourd'hui les LLM ne sont pas une finalité et en fait ne sont qu'un type d'intelligence artificielle avec d'autres types d'intelligence artificielle qui vont arriver par la suite. Mais là en tout cas la nouvelle vague qui est en train d'arriver, c'est la notion de world models. C'est ce qu'on retrouve avec comment il s'appelle, Ilya Sutskever, qui a quitté OpenAI pour justement développer sa propre startup dans le même délire. En tout cas, peut-être que lui, il va pas aller dans les world models, mais peut-être qu'il va trouver un autre type d'IA. On retrouve ça avec, en tout cas, Yann Lequin, qui lui est parti sur les world models. Et donc, on voit ça dans toute l'essor de la robotique qui est en train d'arriver. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est donc je voulais parler d'autres alternatives qu'on a pour justement créer cette data de world models. Et donc typiquement aujourd'hui j'en ai identifié 3 réellement. La première c'est justement cet usage de Neo avec des gens qui vont venir contrôler Neo pour en fait acquérir ces vidéos. Acquérir de la vidéo, acquérir de l'information sensorielle, etc., de tous les types possibles, pour justement venir entraîner un modèle d'intelligence artificielle centrale à partir de toutes ces données-là. Et ensuite, une fois qu'ils ont ce modèle-là qui sera entraîné, donc il faut qu'ils aient énormément de données, donc le plus possible, hein, dans tous les types de foyers imaginables. Une fois qu'ils ont tous ces datas-là, ils vont venir entraîner leur modèle, et ensuite ils vont venir intégrer ce modèle dans leur robot, en espérant que ce robot puisse s'adapter dans les situations. Donc voilà, ça va être vraiment un travail d'itération, mais en tout cas, ça va être un travail déjà de collecte de données pour ensuite itérer jusqu'à arriver à un résultat qui soit satisfaisant où le robot est autonome. Ça, c'est le premier type d'agrégation de données. Le deuxième type d'agrégation de données que je trouve super intéressant, c'est une initiative que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, c'est qu'il y a des boîtes aujourd'hui qui sont prêtes à vous payer littéralement pour obtenir votre donnée sur des tâches ménagères. Et donc typiquement, j'ai découvert une boîte qui s'appelle Khaled.ai qui permet de payer des gens pour qu'ils se filment en train de faire la vaisselle ou de plier son linge. D'accord? Donc c'est des tâches super spécifiques. Et ils vous payent pour que vous vous filmiez en train de faire ça, qu'ensuite ces données-là, donc ces vidéos-là, sont récupérées et sont ensuite vendues à des entreprises qui sont prêtes à payer des fortunes pour obtenir ces données-là, pour venir derrière entraîner leur modèle. Voilà, c'est un autre type de fonctionnement où là, on va pas déployer des robots chez les gens. Par contre, on va leur dire, voilà, bah, vous avez une app, vous avez différents types de tâches, et pour, bah voilà, si vous mettez, je sais pas moi, des vidéos pour faire la vaisselle, ou faire votre linge, ou sortir les poubelles, au plus vous en mettez, au plus c'est des données qui vont pouvoir être vendues pour des robots qu'on va pouvoir entraîner, et donc au plus, on va vous rémunérer. Donc super intéressant, enfin moi je trouve ça rigolo. Si vous voulez, je mettrai un lien, le premier lien en description pour si vous voulez aller voir, c'est rigolo. Donc ça c'est les deux premiers. Et le troisième mode de fonctionnement que je trouve super intéressant pour agréger des données, pour entraîner des robots, et d'ailleurs des robots, mais aussi des systèmes de manière générale, même des usines, etc. C'est ce qu'on appelle la méthode par émulation, par simulation, que Nvidia va prôner dans leur technologie qu'ils appellent Omniverse, qui est en réalité une technique de jumeaux numériques. Donc en gros, concrètement, c'est quoi ? Imagine que tu veux construire un robot et tu veux l'entraîner, sauf que tu n'as pas assez de données. Et c'est là où tu appelles Nvidia. Nvidia, ils ont ce qu'on appelle une simulation Omniverse, où Omniverse simule l'ensemble des lois de la physique. Ça simule les lois de la physique, la gravité, l'électromagnétisme, etc. dans leur univers. Et donc en gros, l'idée, c'est que dedans, tu viens simuler le robot que tu veux construire,
dans cet univers qui est virtuel. Et après, tu le fais interagir avec d'autres systèmes. Et donc, tu viens simuler toutes les interactions et tous les comportements que tu pourrais imaginer pour ton robot. Toutes ces interactions qui se passent dans l'Omniverse, ça va créer de la donnée. Cette donnée-là, tu vas venir la récupérer, tu vas venir entraîner ton modèle, d'accord? Et ce modèle-là d'intelligence artificielle, tu viens l'intégrer dans le robot que tu es en train de construire, dans la vraie vie. Et donc, en fait, tu utilises les données obtenues par l'interaction de ton robot avec d'autres systèmes dans Omniverse. Donc tu récoltes les données de cette simulation. Ces données de la simulation, tu vas venir entraîner un vrai modèle, donc ton algorithme si tu veux. Tu vas venir entraîner ton modèle d'intelligence artificielle avec ces données-là, qui sont des données synthétiques, mais qui sont des données qui correspondraient en réalité à une interaction réelle dans la vraie vie, puisque la simulation dans laquelle ton robot évolue est une des représentations les plus fidèles de ce qu'on a du monde actuel. Et ensuite, une fois que ton modèle est entraîné, tu viens l'intégrer dans un vrai robot, et là tu vois si ton robot a le comportement que tu voudrais qu'il ait dans la vraie vie. Voilà, donc ça c'est 3 types d'agrégation de données, et on voit en effet que l'objectif est le même, c'est de récolter le plus de données possible pour à la fin entraîner leur modèle. Donc voilà, il y en a. Je sais pas s'il y en a une qui est meilleure qu'une autre. Je pense que fondamentalement les trois vont coexister. Je pense qu'il y aura peut-être de nouvelles manières qui vont arriver sûrement pour agréger de la donnée, parce qu'en fait le besoin en données est absolument gigantesque. Voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, mon avis, je pense pas avoir de robot chez moi dans les 5 à 10 ans. Par contre, je trouve ça assez marrant de pouvoir filmer uniquement ses mains pour faire la vaisselle. La première chose, c'est que je gagne un petit billet, donc ça me fait marrer parce que du coup, ça me motive bien plus à faire la vaisselle ou sortir les poubelles. Et puis la deuxième chose, c'est que je trouve ça je trouve ça génial de me dire, putain, je suis en train de littéralement d'entraîner un potentiel futur robot à faire ça, quoi. Voilà. Mon avis perso, je pense qu'on n'aura pas de robot chez nous avant longtemps qui soit complètement autonome. Et d'ailleurs, à mon sens, je pense pas que j'accepterais d'avoir un robot chez moi avant au moins 5 à 10 ans, quoi. Restez critique, restez optimiste. Ce qui arrive est top. Ce qui arrive va avoir ses défis et ses opportunités. Donc, restez positif, restez optimiste. À bientôt. Ciao.